L'humanité marcherait bien si elle marchait sur ses deux jambes. Sans la femme, l'humanité est unijambiste. C'est ce qu'a dit en substance le professeur Joseph Kizerbo. Une citation qui prend tout son sens en ce 8 mars, journée de célébration de la femme, mais surtout une journée de réflexion et de débat sur les conditions de vie de la femme, les progrès réalisés et les nouveaux défis. C'est justement à cet exercice-là que je vous convie à travers ce plateau qui réunit des experts et des acteurs d'expérience. Nous recevons une ancienne ministre qui s'est occupée de la promotion de la femme, une spécialiste du genre qui vient de réaliser pour le compte du gouvernement un diagnostic de politique genre assorti d'une stratégie pour l'action gouvernementale. Madame la ministre, bienvenue. Merci, bonjour. Également sur ce plateau, une dame qui s'occupe des femmes vulnérables. Madame Suzanne Ilboudo, la présidente de l'AFEDI, l'Association des femmes divorcées, des femmes et des enfants en difficulté. Avec son organisation, elle veut changer le regard que la société pose sur ces femmes, mais aussi travailler à leur insertion socio-économique. Madame Ilboudo, soyez la bienvenue. Merci. Bonjour. Bonjour. Nous sommes également honorés de la présence sur ce plateau de Madame Wenla Sida Florence Bassonneau, entrepreneure et coordonnatrice d'une coopérative de transformation de produits agricoles. Elle travaille avec ces groupements féminins, surtout celles vivant en milieu rural. Il s'agit de celle-là même qui a labellisé l'Atiéké Faso Atiéké. Madame Bassonneau, bienvenue. Merci Clara. Sur ce plateau, nous n'avons pas que des femmes. L'autre moitié du ciel est tout aussi représentée. Il s'agit de M. Bruno Zouri, expert en genre et en développement. Depuis 2019, il occupe le poste de directeur général à Green Consulting International SARL. Monsieur Zouri, bienvenue. Merci. Vous êtes tous des acteurs ayant une expérience et une expertise dans le domaine du genre, de la promotion de la femme et du développement en général. Nul doute que vos contributions nous aideront à comprendre où nous en sommes sur les conditions des femmes, aussi bien sur le plan de l'effectivité des droits, de l'autonomisation économique, de sa participation et représentation politique. Pour commencer, je me tourne vers Madame Ilboudo. Oui. Vous vivez au quotidien avec des femmes vulnérables, celles-là même qui recherchent la protection de la loi. Racontez quelques histoires de votre vécu quotidien. Merci bien, Madame. Les femmes divorcées sont des femmes vulnérables. Quand elles ont des difficultés dans le foyer, rejetées par leur conjoint, elles nous font recours et on les accompagne ou bien on les oriente vers l'action sociale ou la justice. Mais avant d'aller vers ces structures-là, nous essayons de faire une médiation familiale. Donc souvent, on convie les maris, on essaie d'établir une conversation je ne sais pas comment dirais-je, tactique. Souvent, ça peut réussir, la femme peut réintégrer le foyer. Et souvent aussi, ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, on est obligé de les accompagner vers l'action sociale ou bien vers la justice. Et voilà. Mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être confronté à des cas où les femmes refusent la médiation, c'est-à-dire des femmes qui elles-mêmes sentent leur vie en danger et veulent partir? En ce moment, qu'est-ce que vous faites? Oui, bon, vous savez, souvent il y a des femmes qui ont raison, comme il y a des femmes aussi qui n'ont pas raison. Et à la création, je peux dire, après notre première émission en 2007, ou bien c'était en 2008, la première personne à nous approcher était un homme. Son foyer était en branle et il nous a approchés. On a essayé d'approcher la femme aussi pour échanger avec elle, pour lui montrer que, en tout cas, elle était un peu sur la mauvaise voie et elle a refusé.
Malheureusement, elle est partie du foyer. Et quelques années plus tard, elle a voulu faire marche arrière, mais son mari avait déjà fait une autre vie. Mais c'était vraiment déplorable. Association de femmes divorcées, c'est un terme qui interpelle. Dites-nous, comment est-ce que vous est venue cette idée? Et nous avons créé l'association des femmes divorcées en 2007. C'est un regroupement de femmes divorcées, de femmes non divorcées et des femmes veuves, des femmes vulnérables en général. Mais l'idée qui m'est d'abord venue est que moi-même je souffrais personnellement à cause de ce divorce. Et j'ai essayé d'approcher les autres pour comprendre si elles avaient les mêmes difficultés pour moi. Il s'est avéré qu'elles vivaient doublement puisque c'était un tabou. Et à l'issue de ça, on s'est dit, si on créait cette association, on pouvait vraiment aider des familles à ne pas aller au divorce, ou bien ceux qui sont sur le pas de divorcer, on va les consoler parce que il faut éviter les suicides, etc. Parce que généralement, quand il y a divorce, il y a les enfants qui sont là. Donc c'est ça qui fait que nous avons mis en place cette association pour aider les familles, pour réduire le taux de divorce qui va grandissant. Vous savez que présentement, il y a beaucoup plus de divorces qu'on imagine. Et ça ne plaît à personne. Voilà. Madame Sangaré, vous qui avez été ministre de la promotion de la femme, comment avez-vous fait face à la question de la femme, surtout aux femmes qui subissent le divorce, aux femmes qui subissent les violences conjugales? Merci beaucoup. Et effectivement, au niveau du ministère, les services étaient sollicités quand il y a des conflits dans les foyers et beaucoup de cas de violence. Et nous avons mis en place à cette époque, et la structure existe encore, un refuge pour les femmes victimes de violences. Parce qu'avant d'en arriver au divorce, il y a beaucoup de femmes qui souffrent de violences conjugales et parfois elles cherchent juste un lieu où pouvoir être en sécurité et laisser passer la tempête, si on peut dire comme ça. Donc nous avons mis en place cette structure et également créé un numéro d'appel SOS. Puisque vous voyez, en ville, les couples sont éloignés de leur famille d'origine. C'est-à-dire, ce n'est pas comme au village. Et puis les couples sont dans la grande famille. S'il y a un problème, un membre de la famille, un oncle ou quelqu'un peut venir intervenir pour tenter de calmer la situation. Donc parfois quand ça dégénère, donc ça peut parfois aller jusqu'au coup, blessure et même donc au meurtre, parce qu'on a des cas de violence conjugale qui se terminent par des décès, soit de la femme ou de l'homme. Donc nous avons mis en place cette structure-là. Mais nous avons surtout travaillé à mettre en place un dispositif d'écoute avec un détachement de la gendarmerie au sein des services du ministère de la promotion de la femme et du genre à l'époque. Et ces gendarmes-là ont été formés pour prendre en charge les situations de violence. Parce que il ne suffit pas seulement de s'occuper de la victime, il faut aussi parler avec les auteurs de violences, quand c'est des cas de violence, pour tenter de les réconcilier. La répression de la violence conjugale n'est pas toujours la solution idéale parce que quand les femmes vont déposer une plainte à la gendarmerie ou bien à la police, souvent les familles, les belles familles, n'apprécient pas ça, puisque c'est l'honneur de la famille maintenant qui est en jeu. On met le linge sale hors de la famille. Donc, c'est comment aider les victimes à demander du secours et comment faire en sorte pour que les problèmes qui se posent dans les couples ne soient pas extériorisés, qu'on n'aille pas trop rapidement vers le divorce, qui est une solution grave, parce que c'est une solution qui n'a pas que des avantages. Il y a des avantages et des inconvénients pour les deux conjoints quand on va jusqu'au divorce. Donc, il y a vraiment ce travail d'accompagnement pour, un peu comme le dit madame,
pour aider les couples à ne pas aller trop rapidement vers le divorce. Donc, on a vraiment travaillé dans ce domaine-là, sur la médiation, les conseils et la prise en charge des victimes. D'accord. Madame Bassono, depuis votre entreprise, dites-nous comment vous percevez les difficultés que vivent les femmes. Nous avons constaté que les femmes ont du mal à trouver de l'emploi, surtout celles qui sont défavorisées. Parce qu'elles n'ont pas de diplôme. Et il y a aussi le fait qu'elles ont des enfants de bas âge. Elles n'ont pas les moyens pour prendre des gens, pour s'occuper des enfants, ou bien aller mettre l'enfant à la crèche et chercher du travail. Donc du coup, elle est obligée de s'asseoir, attendant que l'enfant grandisse, l'enfant soit autonome pour aller chercher du travail. Donc c'est pour cela notre entreprise, qui est une entreprise sociale, et Faso Acheke, qui est une entreprise sociale, et récupère ces femmes qui viennent vers nous et leur offre la chance de travailler malgré leur situation d'analphabétisme ou bien de non scolarisés. Donc, et également nous les prenons avec leurs enfants, et à côté, à l'intérieur de Faso Acheke, nous avons créé une crèche pour permettre à la femme de déposer son enfant, et il y a une femme qui a été recrutée qui s'occupe de ses enfants pendant qu'elle travaille paisiblement. Et en milieu rural aussi, nous avons constaté les femmes, elles sont désœuvrées parce qu'elles n'ont pas réalisé leur capacité en fait, elles ne voient pas leur capacité, elles ont des compétences mais elles ne savent pas ce qu'elles sont capables de faire. Donc nous les aidons à détecter effectivement les opportunités qui se trouvent devant elles dans leur zone, dans leur village, et on les regroupe autour de ces activités que ce soit de production ou de transformation des produits agricoles ou forestiers non lieux, pour leur permettre d'avoir des revenus. Et c'est ça qui va, quand on parle d'autonomisation de la femme, il faut leur donner vraiment des activités, pour ne pas tout le temps aller donner des sacs de riz, des paquets de sucre. Il faut leur donner des activités qui vont leur donner des revenus durables en fait. Merci. C'est vrai que sur le terrain, beaucoup de choses sont faites. Il y a des lois qui sont votées pour améliorer la condition de la femme. Des associations existent, il y a des maisons de la femme qui sont faites. Mais dites-nous, est-ce que réellement tout ceci contribue à améliorer les conditions réelles de la femme? Oui. Parce qu'on constate effectivement qu'il y a beaucoup d'améliorations. Parce que quand on va sur le terrain, on voit des femmes qui sont regroupées en associations, en groupements, et à travers ces organisations, elles reçoivent des formations. Parce que pour parler d'autonomisation, il faut que la femme soit formée pour pouvoir non seulement gérer son foyer, gérer ses activités, gérer et se rendre compte de l'importance de scolariser la fille qu'elle préfère laisser à la maison pour l'aider à puiser l'eau ou ramasser le bois. Donc on voit effectivement les progrès. La preuve est que c'est difficile aujourd'hui. Tout le monde dit que c'est difficile de trouver une fille, une aide ménagère. C'est parce qu'elles vont presque toutes à l'école qu'on n'en trouve pas. Donc il y a des progrès. Et on voit des femmes qui, partout, elles exercent des activités. C'est vrai que souvent ces activités ne sont pas bien rémunérées par manque de formation ou bien parce que leurs besoins, on n'a pas bien cerné en fait leurs besoins. Mais il y a effectivement des progrès, il y a de l'amélioration sur le terrain. Madame la ministre, dites-nous quelles sont les actions que vous avez menées en étant ministre qui ont apporté en plus aux femmes, les actions concrètes. Wow. Quand j'étais ministre, qu'est-ce que j'ai fait pour améliorer la situation de la femme? Nous avons beaucoup travaillé pour valoriser l'entrepreneuriat féminin. Et dans ce travail, nous avons créé la Direction générale de la promotion de l'entrepreneuriat féminin qui n'existait pas. Nous avons également élaboré une stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat féminin. Nous avons fait le travail de plaidoyer pour que l'État même puisse donner davantage de financement aux femmes. Et on a eu le guichet d'appui à l'entrepreneuriat féminin qui était doté de 10 milliards. On a pu, selon les renseignements que j'ai actuellement, c'est quand même près de 5 milliards que les femmes ont pu avoir grâce à cette initiative-là, pour des crédits allant de 2 millions à 50 millions.
beaucoup de femmes donc, ont pu en bénéficier, soit du secteur informel ou bien à travers donc, leurs entreprises individuelles. Autre chose que nous avons pu faire, c'est tout le travail qui a été fait pour doter notre pays d'une stratégie de promotion et de protection de la jeune fille. Parce que légalement, bon, les filles sont une entité sociale qui se trouve au milieu et qui a beaucoup de problèmes, mais dont les problèmes ne sont pas bien compris, bien pris en charge. Donc il y a eu cette stratégie qui a été élaborée. Et le ministère de la Femme a aussi œuvré beaucoup pour faire en sorte que les différents départements ministériels fassent aussi leur part. C'est pourquoi on a créé des cellules genre dans tous les ministères. Et dans chaque ministère maintenant, que tu as au niveau du département de l'élevage, de l'agriculture. À l'agriculture, par exemple, il y a eu une augmentation sensible de l'accès des femmes aux terres irriguées, les aménagements de bas-fonds. Il y a des chiffres aujourd'hui qui montrent que vraiment, au fur et à mesure, des efforts ont été faits. Et donc, comme je l'ai dit, en éducation, le gouvernement a pu travailler beaucoup parce que le travail du ministère ne se limite pas à faire ce qui relève directement de sa responsabilité, mais c'est veiller à ce que tous les autres ministères aussi puissent faire quelque chose pour les femmes. Et sur ce plan, en éducation, aujourd'hui, vous savez qu'au niveau du primaire, on a atteint l'égalité d'accès, hein, au niveau, et maintenant au niveau du maintien, de la réussite, de l'achèvement, il y a vraiment une bonne amélioration. Si on regarde également au niveau de la santé, aujourd'hui on parle plus librement de la planification familiale. De plus en plus de femmes peuvent aller demander des aides à ce niveau. Donc c'est vraiment beaucoup de choses qu'on a fait. Participation politique, notre collègue le disait tout de suite. Là encore, il y a eu des avancées parce qu'il y a eu une loi sur le quota qui a été appliquée et avec plus ou moins de succès à ce niveau. Certainement, nous reviendrons là-dessus. Certainement. Monsieur Zouré, vous vous intéressez au genre et au développement. Est-ce que les politiques en direction des femmes sont efficaces? Ok, merci pour la question, mais avant tout propos, je tiens à donner une petite définition du genre. Le genre, c'est l'analyse des rapports entre hommes et femmes. Et on est parti du constat que ces rapports sociaux entre hommes et femmes là sont empreints d'inégalités au plan politique, au plan économique, au plan social, au plan culturel. Donc l'idée du genre, c'est de réduire ces inégalités-là pour permettre un développement équitable dans le pays, dans tous les pays, dans tous les villages, dans tous les secteurs. Alors, pour revenir à votre question, oui, beaucoup de choses sont faites pour les femmes. Comme Madame la ministre l'a dit, on avance. Mais, il y a un mais parce que le travail non rémunéré des femmes, qui n'est pas pris en compte, par exemple, dans la comptabilité nationale, disons qui est pris, mais qui n'est pas reconnu, ne permet pas quand même de pouvoir mesurer de façon nette la contribution des femmes au développement, par exemple. Je vais approfondir le coup pour dire, bon, le travail non rémunéré des femmes empêche le développement du pays en griffes. Je donne un exemple. En matière d'eau et d'assainissement, on va venir faire un point d'eau pour permettre aux femmes d'avoir accès à l'eau. Mais si vous ne réduisez, si vous n'impliquez pas les hommes et les enfants, ou bien les membres de la communauté, de contribuer aux tâches domestiques, mais la corvée repose sur cette dame qui, en plus de chercher de l'eau, doit encore s'occuper du ménage, doit préparer, et donc, finalement, elle n'arrive pas à s'autonomiser pour aller, comme la collègue de Faso Attiké, et donc ça crée encore la pauvreté. Donc on a l'impression que les choses ne sont pas faites. Oh, il y a des actions qui sont faites, mais réellement, on ne le sent pas parce que, notamment la femme encore, sa condition demeure encore précaire à cause de la question du travail non rémunéré qui n'est pas vraiment toujours. Dites-nous, quelles sont les solutions que vous suggérez pour pouvoir permettre à ces femmes-là d'être rémunérées en menant ces différentes tâches? Bon, dit qu'on réclame de facto la rémunération, peut-être que ça pourrait heurter les sensibilités parce que les gens voient le rôle de la femme de trois façons, on le sait.
Il y a la production, il y a la reproduction qui est naturellement l'enfant. Et il y a le travail communautaire. Donc, dit sur le plateau qu'une femme, par exemple, qui fait le ménage doit être rémunérée par son mari, je ne sais pas, ça on pourrait réfléchir à la question. Mais ce que nous disons, c'est de travailler à réduire son temps de travail dans les travaux domestiques. Il faut trouver des mécanismes pour que, en tout cas, on puisse réduire son temps de travail pour qu'elle puisse aussi t'autonomiser et faire des activités génératives de revenus. Comme Mme Bassonneau, du PDG de Faso, a dit sur le plateau, vous convenez que moi, que cette dame, si elle doit passer tout son temps à préparer à la maison, à chercher de l'eau, à s'occuper des enfants à l'école, et si elle est seule, elle ne peut pas pleinement jouer son rôle de femme entrepreneur. Madame, il voudrait être vous d'avis avec M. Zouré sur le point de la rémunération de la femme. Bon, je ne sais pas si je l'ai très bien compris, mais moi je dirais, si en tout cas les décideurs pouvaient maximiser sur l'autonomisation de la femme, ça allait vraiment résoudre beaucoup de problèmes. Est-ce que vous savez que, comme on le dit que la pauvreté à visage féminin, c'est une triste réalité. Mais une femme qui est autonome financièrement, ça peut résoudre des difficultés du foyer. La plupart des divorces que vous voyez là, à l'origine, il y a des questions financières. Mais une femme qui a son petit commerce, qui travaille bien, même si son mari ne fait rien dans la cour, elle fera tout pour satisfaire aux besoins de la famille, scolariser ses enfants. Mais si elle n'a rien, et vous connaissez, messieurs les hommes, ce que ça vaut. Je prends un exemple des familles qui sont dans les zones non loties. Mais c'est la misère totale. À supposer qu'il y ait des projets pointus pour accompagner ces populations-là, en tout cas, le degré de paupérisation va diminuer. Donnez suffisamment de moyens aux associations féminines et vous nous regardez faire. On va changer le monde. Tout dernièrement dans les non-lotis, avec la fermeture des écoles. Mais ça, c'est grave. Moi, j'aurais aimé qu'on éduque les enfants même sous les arbres. Vous fermez des écoles en non-lotis sous prétexte que ces écoles ne sont pas dans les normes. Vous augmentez le taux d'analphabétisme dans le pays. Et comment nous allons faire? Est-ce que l'État seul peut éduquer les enfants? Ce n'est pas possible. Encourager les bonnes volontés et ils vont enseigner les enfants même sous les arbres et on va avancer. S'il y avait une bonne politique d'éducation, le pays va avancer rapidement. Parce qu'on ne peut pas avancer sans la formation, sans l'éducation. Mais décider, les écoles ne sont pas dans les normes, on ferme les écoles et il y a 200 à 300 dans les salles de classe. Où allons-nous avec ça? On va régresser. On avait avancé, mais maintenant le Burkina sera le dernier. Et il y a encore les djihadistes qui sont venus fermer les écoles. Et le taux d'analphabétisme va augmenter et on va régresser. Moi, bon, peut-être qu'au temps de Nessorine Sangaré, les choses ont avancé, mais maintenant, là, nous sommes en arrière, on ne fait que reculer. Madame Sangaré, qu'en dites-vous? Effectivement, le contexte a beaucoup changé. Le contexte a changé parce que, il est vrai, c'est plus de 1000 écoles qui sont fermées dans les régions touchées par l'insécurité. Il y a eu également cette initiative de fermeture des écoles qui n'était pas en règle. Mais le problème qui se pose, c'est que les enfants qui ne sont pas dans ces écoles, qu'est-ce qu'ils deviennent, où ils vont, quelles sont les actions à entreprendre pour pouvoir donc continuer à leur permettre d'avoir accès à l'éducation. Ce sont des données sur lesquelles donc j'apprends également en écoutant madame parler. Mais ce que je pourrais compléter, c'est que quand les enfants, la scolarisation des enfants aujourd'hui, les mamans contribuent comme les papas. Et les frais de scolarité, mais également les dépenses courantes. Si les BIC finissent en cours d'année, les tenues scolaires, le goûter le matin pour pouvoir aller à l'école. Quand dans une famille, il n'y a pas
assez de ressources et que on n'assure même pas les 3 repas dans la journée, il faut que les mamans fassent l'extraordinaire de pouvoir donc amener quelque chose à manger quand les papas n'ont pas les moyens. Et comme elle le dit, il se trouve aujourd'hui à Ouaga des familles où ce sont les femmes qui, par leurs petites activités économiques quotidiennes, permettent de préparer de quoi manger pour le reste de la famille, parce que les hommes n'arrivent pas à trouver des emplois dans les domaines où ils sont qualifiés, mais où il n'y a plus vraiment de possibilité de travailler. Et bon, nous sommes dans un contexte économique difficile, et cette difficulté, bon, ceux-là qui vendaient les téléphones portables, il y avait quand même certaines activités qui se développaient, et la situation économique est très difficile aujourd'hui, il faut le reconnaître, et cela retombe sur les femmes, parce que quand on dit préparer à manger, les enfants vont demander à manger aux mamans, mais ce n'est pas au papa, ils s'adressent. Et ça, c'est le béaba. Donc, l'autonomisation économique des femmes est une nécessité, c'est une urgence également pour beaucoup de familles dans notre pays. Et aussi, c'est la base même du développement et des droits des femmes. Parce qu'une femme qui est dépendante économiquement, ses autres droits peuvent être facilement bafoués. Parce que si elle demande de l'argent chaque jour, le jour où le chef de famille est content, il va lui donner en souriant, mais le jour où il n'est pas content, il va lui donner en parlant mal, elle va le mal ressentir cela, ça crée des conflits entre les conjoints. Et donc, vraiment, c'est la base. Autonomisation économique, aptitude au niveau professionnel, même celles qui n'ont pas été à l'école, il y a des formations pratiques dans des domaines d'activité où elles peuvent gagner de l'argent. Et Mme Bassono est là avec Faso Attiéké. Ça prouve que s'il y a des domaines où on peut les former, ça leur permet de gagner mieux leur vie et d'aider donc les familles à survivre dans ce contexte très difficile. Madame Bassono, vous coordonnez une coopérative. Dites-nous comment est-ce qu'elle fonctionne. La coopérative, elle est composée de plus de 431 femmes en milieu rural et urbain. Et nous avons un bureau de 3 personnes, un bureau exécutif de 3 personnes, dont la présidente, la secrétaire et puis la trésorière. Et nous avons aussi une équipe de coordination dont je suis la responsable qui veille sur les activités courantes, pratiques même du groupement pour permettre l'autonomisation de la femme. Donc pour adhérer au groupement, il faut être exercé ou bien vouloir exercer dans la transformation, dans la production des produits agricoles et forestiers non lieux. Et quand nous partons, les femmes qui adhèrent, je prends par exemple l'exemple d'une vieille qui vendait sa bouillie dans une réserve, dans le quartier Ouaga. Elle vend sa bouillie, souvent ça finit pas, elle est obligée de rentrer avec, alors que c'est les revenus de cette activité-là qui permet de donner l'argent aux enfants pour aller à l'école et de nourrir, même de payer les condiments pour nourrir la famille dans la journée. Et quand elle a adhéré au groupement, nous avons essayé de la former pour que sa bouillie, quand elle sort, que ça ne rentre plus à la maison et qu'elle puisse en faire plus. Et mieux encore, nous avons dit, mais toi tu fais déjà la bouillie, ça veut dire que tu peux faire les grumeaux de bouillie, qui ont encore plus de valeur ajoutée. Donc on l'a appris à faire les grumeaux, que nous avons amené, je me rappelle en 2016 quand nous avons amené au CIAO, les grumeaux sont finis avant la fin du CIAO. Et à partir de là, la vieille s'est bien lancée dans cette activité-là. Et je prends encore l'exemple d'une dame qui faisait, elle a perdu son mari alors qu'elle était dans une salle d'opération. Et quand elle a fini, elle est venue nous demander du travail. Bon, au sein de Faso Attiéké. Mais sachant le problème qu'il a amené à l'hôpital, elle ne peut pas travailler à l'intérieur de Faso Attiéké. Et on dit, bon, on va réfléchir à une activité que tu peux faire qui te convient. Et elle faisait du gonré qu'elle vendait, et elle vendait par jour, son chiffre d'affaires était de 3500. On dit, mais comme tu fais le gonré, ça veut dire que tu peux
faire, si tu veux bien, tu peux faire la farine de niébé, la farine d'haricot. Et on lui a juste montré à apprendre à faire le compte d'exploitation. Et elle a fait sa farine et nous récupérons, on fait la promotion pour elle. Et quand on va dans les foires, on propose aux gens et quand les commandes viennent, ça fait son activité en plus de son goré qu'elle fait. Donc, et nous, en milieu rural également, on organise les femmes, comme je l'avais dit, autour d'une activité collective et les femmes s'épanouissent autour de cette activité et ça les rend en fait plus, comment on appelle, elles sortent de l'ombre en fait. Il y a des femmes qui n'arrivaient pas à s'exprimer ou tout le temps qui sont derrière, mais avec ces organisations-là, elles sont plus dégourdies, les yeux commencent à s'ouvrir et avec les réunions de sensibilisation que nous faisons, il y a des changements, que ce soit au niveau de l'hygiène corporelle, l'hygiène dans la préparation des aliments et le comportement même vis-à-vis de la nature, la coupe des bois, bon, tout ça change vraiment. C'est comme ça le fonctionnement et à chaque année nous faisons une assemblée générale et puis on se partage les revenus de la coopérative. Voilà. Votre coopérative, on constate qu'elle impacte réellement. Mais si ce n'est pas secret, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le revenu réel de ces femmes-là, disons le revenu moyen de ces femmes que vous réussissez à lancer ou qui travaillent avec vous à Faso Attiéké? Au niveau de Faso Attiéké, quand les femmes qui rentrent à Faso Attiéké, on n'avait pas 10 000 francs par mois même pour subvenir à leurs besoins. Parce que quand elles rentrent, c'est des femmes qui ne savent pas exercer l'activité. Nous, on leur propose 15 000. Et là, c'est juste pour pouvoir évaluer combien elles gagnent. Si elles acceptent de rentrer avec les 15 000 là, ça veut dire qu'elles ne gagnent pas 15 000 avant de venir. Et au fur et à mesure, aujourd'hui, nous avons le revenu moyen des femmes autour de 25 000, 25 à 30 000 francs par mois. Et on s'est arrangé et pour que la femme ne travaille pas toute la journée, pour qu'elle puisse aller faire autre chose à la maison et même s'occuper de l'éducation de ses enfants, en plus de travailler à Faso Attiéké. Et là, c'est parti sur moi, ma propre expérience, le fait d'être occupé, les enfants occupés les derniers rangs à l'école, il fallait réfléchir. Donc, j'ai essayé de rattraper ça, mais en pensant aussi, si moi-même j'ai ce problème-là, qu'en est-il des autres? Donc, on s'est arrangé pour qu'elles aient une demi-journée de travail pour pouvoir aller soit exercer d'autres activités pour celles qui ont de grands enfants, celles qui ont de petits enfants, pour, même si tu ne sais pas lire, tu tiens le cahier et puis ton enfant récite. Voilà. Madame Ilboudo, dites-nous aussi, dans votre association, vous aussi, grâce à la formation, grâce à la sensibilisation, vous réussissez à impacter réellement les femmes. Et comment est-ce que ça s'exprime sur le terrain? Bon, sur le terrain, avec les centres d'alphabétisation que nous ouvrons, nous avons ce qu'on appelle les idées d'action. Ça veut dire qu'à la fin de la formation, à la fin de l'alphabétisation, on leur donne une petite formation dans un domaine précis ou bien une petite activité. Elles peuvent soit faire du Soumbala, de la farine, etc. C'est à elles de choisir ce qu'elles veulent faire et on leur donne un petit trousseau. Ce n'est pas élevé, mais ça les permet d'avoir quand même une petite activité. Sinon, ce n'est pas des activités comme ça qu'on organise grandiosement et puis on fait. Mais à la suite de ça, il y a d'autres qui réussissent, comme il y a d'autres aussi qui laissent tomber. Mais si on avait des financements appropriés, on dit qu'on les installe, on fait ça, un bon suivi, voilà, ça peut marcher. C'est-à-dire que vous avez du mal à obtenir du financement pour vos activités? Mais bien sûr, on a du mal à obtenir les financements. Les financements, on ne les a pas comme ça. Bon, là où nous avons des financements, c'est au niveau du FONAEF pour l'alphabétisation. Notre bailleur principal aussi, c'était le SPCNLS qui nous appuyait pour les sensibilisations contre le VIH, SIDA, la prise en charge des femmes infectées et affectées, les orphelins et enfants vulnérables, etc. Bon, mais on n'a pas de gros financement. Présentement, on a soumis au fonds commun genre, mais on ne sait pas si
ça donnera, ou bien les résultats sont déjà sortis, là je n'ai aucune idée, mais ça concernait des projets sur les femmes et les jeunes dans les quartiers défavorisés de Tingonogo. Si on avait la chance que ça marche, ça allait être vraiment bien, on allait sentir ça sur le terrain parce que ça devait prendre en compte 200 personnes, 100 femmes et 100 jeunes. Bon, mais on ne sait pas. Je ne sais pas si les résultats sont sortis. Bon, je n'ai aucune idée. D'accord. Sur ce plateau, on est tous d'accord que le problème de l'autonomisation économique de la femme est toujours d'actualité. C'est le travail des ménages et c'est un immense apport, surtout selon Monsieur Bruno. Je vous invite à suivre un reportage où on a recueilli l'avis de Madame Barbaraki. Je suis partie d'un constat qui est un double paradoxe, en ce sens que les femmes sont celles qui ont le plus de travail. Elles travaillent apparemment plus que les hommes, mais curieusement, elles sont les plus pauvres. Et elles ont un fort taux d'activité et leur contribution réelle à l'économie est sous-estimée. Et donc, en tant qu'économiste, je me suis demandé, mais est-ce qu'il n'y a pas un hiatus entre la manière dont la science économique appréhende les contributions productives des femmes et l'intègre à la lutte contre la pauvreté? Parce que généralement, on parle des femmes, du travail des femmes dans le secteur informel, mais j'avais le sentiment qu'il y avait d'autres chantiers qui n'étaient pas abordés. Donc c'est cette question qui a suscité la réflexion et qui m'a amené petit à petit, quand j'ai fait la revue de la littérature, à m'intéresser au travail non rémunéré ou plus précisément à l'économie domestique versus économie marchande. Donc le travail non rémunéré, en français facile, disons que c'est le travail qui est fait au sein des ménages et qui produit une production que les ménages consomment. Dans notre contexte, vous avez le battage, par exemple, des céréales, la mouture du grain, la collecte du bois de chauffe, la collecte de l'eau, la fabrication de paniers, la fabrication de beurre, garder les enfants, faire les courses, le travail ménager. Voilà, là je vous ai cité pêle-mêle les biens et les services. Et il se trouve que le système de comptabilité nationale, le référentiel par lequel la production économique est captée et qui établit les comptes nationaux, a décidé depuis 1993 d'élargir la production au secteur des ménages. Alors qu'avant, la production ne comportait pas du tout le secteur des ménages. Initialement, ça n'était que l'agriculture, à la faveur du temps des physiocrates, par exemple, et à la faveur de la révolution industrielle, on a mis dans la production maintenant les biens industriels, avant de passer progressivement au commerce et aux services. Mais la production non marchande n'était pas comptabilisée dans la production. Et donc, depuis 1993, le fait d'inclure la production des ménages pour leur usage propre nous amène donc à reconnaître ce travail non rémunéré comme étant du travail. La partie qui est comptabilisée dans le PIB, en l'occurrence la collecte du bois de chauffe, la collecte de l'eau, la mouture du grain, tous ces travaux, certains travaux de subsistance qui sont faits dans nos campagnes, cette partie-là déjà présente un gros volume qui est un manque à gagner pour nos PIB. Donc ce qu'il faut faire, c'est déjà de corriger nos PIB. Comme vous le savez, nos politiques économiques sont construites à partir de nos agrégats. Et le produit est l'une des bases essentielles. Cela veut dire que les agrégats que nous construisons ne sont pas tout à fait les bons. Et quand on dit par exemple que nous vivons avec $1,5, $2 par jour, ça n'est pas vrai. C'est parce qu'il y a d'autres productions qui viennent élargir les assiettes de consommation
ménage qui, normalement, viennent de ce travail non rémunéré que nous arrivons à tenir. Et donc, l'autre partie du travail qui est les services, celui-là aussi, il faut le comptabiliser. Mais comme on ne fait pas des enquêtes pour le faire, les enquêtes pour le calculer, c'est des enquêtes statistiques budgétantes. On ne se rend pas compte de l'ampleur. Et cette partie qui n'est pas calculée, par exemple, lorsqu'on la calcule, dans mes travaux, je suis arrivée à l'équivalent de 65% du PIB du Burkina. Après avoir écouté Madame Barbara Ki, dites-nous quelle est votre réaction? C'est une réaction de satisfaction parce que Dr Barbara Ki a fait un travail remarquable dans le domaine du genre en 2010. Et aujourd'hui, à l'agenda international, la question du travail non rémunéré des femmes est d'actualité. Le dernier rapport de ONU Femmes parle de la pauvreté en temps des femmes. Et cette pauvreté en temps entraîne la pauvreté monétaire des femmes. Donc, réaction, satisfaction. Et je la remercie pour ce travail remarquable qu'elle a fait. Madame la ministre, êtes-vous du même avis? Oui, je suis tout à fait du même avis. Et je trouve que ça a été un travail très important parce que les macroéconomistes disent que c'est le travail non rémunéré de la femme qui constitue la base de l'économie réelle. Parce que les femmes s'occupent de l'alimentation des familles, de nourrir la force de travail. Les travailleurs, si quelqu'un ne prépare pas la nourriture pour que les hommes et puis tous ceux qui sont dans la population active mangent, ils ne pourront pas aller travailler. Ensuite, c'est elle qui s'occupe de l'éducation pour former les enfants à la base avant qu'ils passent dans le système scolaire. Tout ça, c'est du travail non rémunéré. Et il faut pouvoir comptabiliser et valoriser ce travail non rémunéré. On entend souvent les enfants, quand on demande qu'est-ce que fait ta maman, si elle est à la maison, elle dit ma maman ne fait rien. Parce que la maman est à la maison et elle n'a pas un emploi salarié. On a cultivé la perception au niveau de l'opinion, mais aussi au niveau des enfants, que quand une maman est assise à la maison et qu'elle fait la nourriture, elle ne fait rien. Alors que c'est ça même qui est à la base du travail. Et ce travail non rémunéré, si on le valorise, on va pouvoir donc donner plus d'attention. Vous voyez, on parle des garderies. Aujourd'hui, si de plus en plus de femmes, même pour aller travailler dans une unité de transformation comme Faso à Tchéké, il faut une garderie à côté. Sinon, si la femme reste à la maison avec ses enfants, elle ne pourra pas faire une activité additionnelle pour apporter de l'argent. À la fonction publique, celles-là qui sont dans les emplois salariés, elles doivent quitter le travail, aller allaiter à la maison, revenir. L'État a prévu donc ce temps d'allaitement-là. Mais celles-là qui sont dans le secteur informel, c'est un travail qui est additionnel, qui est là et qu'il faut donc à l'échelle de la société savoir valoriser et savoir donc en tout cas donner plus d'attention. Même pour les activités à haute intensité de main-d'œuvre. Si des femmes ont des enfants en bas âge, elles ne peuvent pas venir parce qu'elles ne peuvent pas avoir l'enfant sur le dos et curer des caniveaux, faire des choses comme ça. Il faut donc qu'il y ait d'autres personnes qui peuvent garder ces enfants et pour qu'elles puissent venir faire donc, ces activités productives. Et ça pose le problème des garderies populaires. Est-ce que quelque chose est fait pour réinstaurer ces différentes garderies? Bon, à l'échelle de l'État, je pense qu'il y a des initiatives qui sont faites. L'éducation préscolaire, l'État accorde plus d'attention à l'éducation préscolaire, mais on voit des initiatives privées, de plus en plus des acteurs privés ouvrent des garderies où les parents peuvent aller remettre leurs enfants. Mais ça, c'est encore payant. Donc, est-ce qu'on peut imaginer qu'à l'échelle des villages, il y ait des garderies communautaires où les parents dans la journée, les enfants sont en train de se promener, de se promener à longueur de journée, on ne sait pas où ils vont. Et vous avez remarqué ce phénomène récent de vol d'enfants. Dans la ville, il n'y a pas une journée, quand tu écoutes la radio, on dit on a volé un enfant ici, un enfant a disparu ici. C'est nécessaire aujourd'hui qu'on ait des garderies pour qu'on sache quand les enfants sortent,
où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qui leur arrive. Et comme la ville ne fait que grandir, il y a toutes sortes de personnes, il y a des personnes de bonne moralité comme des personnes de mauvaise moralité. Il faut garder les enfants à un endroit où on peut les suivre, où on peut s'occuper vraiment de leur éducation. Et moi, je pense que c'est un point important sur lequel, en tout cas, l'État doit continuer à faire des efforts. La politique genre travaille à ce qu'il y ait égalité entre l'homme et la femme. On constate qu'à l'Assemblée nationale, là, il y a 12 femmes élues députées titulaires contre 127 députés. Et le gouvernement compte 7 femmes sur 32 membres. C'est pas forcément équitable. Dites-nous si c'est la faute du gouvernement ou la faute du politique, on ne sait pas. Sur la question de la participation politique des femmes, j'aurais voulu que vous donniez la parole à M. Zouré. Mais moi, je peux dire déjà qu'il y a eu une résistance des partis politiques, puisqu'on avait une loi sur le quota qui prévoyait qu'au résultat, on puisse avoir 30% au minimum de chaque l'un ou l'autre sexe, d'hommes ou de femmes. Donc, ça veut dire que sur les 127 membres du Parlement, si les partis politiques avaient joué le jeu, on aurait dû avoir plus que les 14 femmes qui ont été donc qui sont représentées actuellement au Parlement. Le nombre varie parce que quand il y a quelqu'un qui a un poste de responsabilité, on peut nommer une femme suppléante. Donc, dès les élections, c'est 14, mais le nombre varie au fil du temps. Donc, les partis politiques n'ont pas joué le jeu. L'État a fait le nécessaire. L'exécutif a approuvé l'adoption de la loi sur le quota. On parlerait aujourd'hui, on vient d'adopter d'ailleurs une loi sur la parité qui va permettre aux prochaines élections, si la loi est appliquée avec les listes alternées homme-femme, d'avoir de meilleurs résultats. Mais pour le moment, ce n'est pas suffisant et il faut le reconnaître. Monsieur Zouré, vous voulez intervenir? Oui, sur la question de la participation politique, vraiment les résultats sont alarmants. Et je vous donne quelques statistiques, si possible. Sur 34 femmes, sur 34 ministres, on a 6 femmes. Et le nombre de députés, il faut le revoir, on a 17 femmes de députés sur les 127. Parce que, comme elle a dit, quand il y a des départs, il y a certaines femmes qui reviennent, qui sont suppléantes, qui reviennent en principal. Donc, avant 2015, on avait 19 femmes maires. Après 2015, on a 9 femmes sur les 350 maires. Donc, la participation de la femme est vraiment, en politique, est vraiment un peu, c'est vraiment décevant. Et nous pensons qu'il ne suffit pas de venir sensibiliser les femmes, il ne suffit pas de venir faire des formations. Non, il faut interroger la réalité sociologique. Il faut regarder du côté du travail non numéré. Ces femmes-là, est-ce qu'elles ont le temps de s'engager réellement? Est-ce qu'elles ont le temps? Est-ce qu'elles ont le pouvoir? Est-ce que le contexte est favorable? C'est tout ça, tous ces freins, c'est ce qui empêche ces femmes-là de s'engager. Sinon, elles veulent bien participer. Mais bon, la réalité est difficile. Madame Iloudo? Oui, je suis d'accord avec lui. Il faut d'abord qu'on commence par sensibiliser les hommes. Très bien. Il y a des femmes qui veulent faire la politique, mais le mari va dire, si tu fais la politique, on divorce. Ça, par exemple, ce sont des contraintes. Si la femme ne veut pas perdre son foyer, elle est obligée de se retirer de la politique. Prenons le travail non rémunéré. Normalement, les hommes devraient épauler leurs femmes. Si par exemple un homme a 100 000, je sais que les hommes vont bouder. Moi je conseillerais, ils n'ont qu'à tout faire pour remettre 50 000 dans le foyer. La femme saura gérer ça judicieusement. Quand une femme a 25 000 francs, on sait bien que les 24 000 francs, c'est au profit de son foyer. Mais quand un homme a 25 000 francs, peut-être que les 1 000 francs là seront pour le foyer et les 24 000 francs là, ça va se volatiliser. Or, quand ça chauffe dans le foyer, la première à souffrir, c'est bien la femme. Donc, moi, je vais dire aux hommes, tout ce que vous faites, tout ce qui vous fait vivre là, c'est grâce à nous les femmes.
Sans nous, c'est pas sûr que vous serez heureux. Donc, si vous avez pu dire, voilà ma femme là, occupez-vous bien de cette femme. Donnez à cette femme tout ce qu'il faut pour bien gérer la famille. Si un homme ne travaille pas et c'est une femme qui travaille, tout marche bien dans la famille. Mais si la femme n'a pas un travail rémunéré, elle est laissée pour compte. Ça, ce n'est pas bon. Et maintenant, si ça vous chauffe là, vous dites, ah, il faut venir, il faut voir, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Les difficultés de la femme là, l'homme, je ne sais pas, est-ce qu'on peut vous accuser? Vous êtes au courant de ça? Même la participation de la femme en politique, le frein, c'est du côté des hommes. Pourquoi eux-mêmes, ils ne veulent pas que les femmes soient au devant des choses? Pourtant, si ce sont les femmes qui gèrent, c'est sûr qu'on n'allait pas connaître certaines difficultés aujourd'hui. Ils n'ont qu'à faire un essai. Sur les 100 là, mettez 75 femmes députées. Et on va révolutionner le monde, vous allez voir. Essayez seulement et puis on verra bien. Je ne fais pas la politique, hein, je n'ai pas besoin d'un poste politique. Mais je suis convaincue que si ce sont les femmes qui sont au devant des choses, les choses vont très bien marcher. Parce que nous savons, regardez ce qui vient là, l'insécurité là, qui souffre. Ce sont les femmes, ce sont les enfants. Les hommes, eux, ils courent, ils se cherchent et on tue les femmes, on tue les enfants. Ils sont où? Vous voyez, la femme ne peut pas courir et puis laisser ses enfants. Donc, s'il y a des concessions à faire, les femmes sauront toujours négocier, etc., etc. Nous voulons toujours la paix, rien que la paix. Donc, donnons les privilèges à nous les femmes. Et on fera le reste, on va révolutionner le monde. C'est ce que j'ai à dire. Madame Bassono, vous voulez intervenir sur ce sujet? Je pense que c'est bien dit, tout est dit. Ce que je veux ajouter effectivement, c'est que si les femmes ne sont pas assez représentées, comme Madame le ministre l'a dit, c'est parce qu'au niveau même des partis politiques, on ne laisse pas la femme, on ne met pas la femme au devant. Moi, je voulais prendre l'exemple, une fois on allait dans on voulait mettre un bureau en place, mais face à une femme et puis un homme, j'ai entendu dire que non, la femme ne peut pas être élue présidente. Il faut que ce soit forcément un homme. Alors qu'on avait le choix entre l'homme et la femme, mais la femme savait qu'elle n'avait même pas la chance parce qu'il faut choisir l'homme. Donc, si cette mentalité change, je me dis, si la femme a les capacités de gérer, mais laissez-la gérer. Ce n'est pas de mettre des femmes qui ne sont pas capables, mais si elle a les capacités, laissez-les gérer et on verra que ça va changer. Mais au niveau du travail non rémunéré, il y a, il faut travailler, il faut que le gouvernement, les partenaires travaillent et également chaque femme, les entrepreneurs également travaillent à faciliter le travail à la maison. C'est pour ça que maintenant, il y a des produits qui sont là tout faits, les bouillies précuits, les riz précuits, les amenés précuits, tout est déjà facile. Donc, encourager cette transformation-là. Là, la femme aura moins de tâches à faire à la maison et elle va aller faire le travail plus rémunérateur pour contribuer au développement. Je vous invite à écouter encore Madame Barbara qui nous reparle de la condition de la femme, surtout des femmes ménagères. Suivez. Parce que si vous avez des femmes qui ne font que ça toute leur vie, à quelle protection sociale elles peuvent prétendre? À leur retraite, qu'est-ce qu'elles peuvent avoir? Mais si l'on se dit, mais c'est du travail et en échange, il faut penser à une facilité comme celle-ci, ou alors à des soins gratuits systématiquement, il y a des choses en nature qu'on peut faire pour les femmes. Et ce sont ces types de reconnaissance-là qui vont véritablement le réduire. Pour les infrastructures, le plus gros problème reste, par exemple, les gardes d'enfants. Il faut des crèches. Mais les crèches, ce n'est pas seulement en ville. Les femmes cultivent avec des enfants au dos. Ou bien elles cultivent, elles arrêtent, elle va l'allaiter, elle va voir si ça va, elle revient. Mais s'il y a des crèches dans les villages, elles déposent les enfants là-bas, leur production n'en sera que meilleure dans le secteur marchand. Donc, l'État doit travailler à cela et que ce soit de bonnes structures où les enfants sont vraiment bien traités. Vous avez des ONG qui ont commencé, par exemple, à la mettre à disposition des femmes qui vendent sur les marchés
des crèches où elles peuvent laisser les enfants dans la journée et être au marché tranquillement. Ça leur permet des fois de doubler, de tripler leur chiffre d'affaires parce qu'elles vont chercher les condiments, elles reviennent, etc. Alors que si elles avaient l'enfant et qu'elles travaillaient en même temps, cela diminue leur rendement. Pour ce qui est du bois de chauffe, c'est des questions d'énergie. C'est le ministère en charge de l'énergie qui, dans ses choix et dans son offre d'énergie, doit penser à la question, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est dans cela qu'on dit que la question du genre est transversale. C'est chacun dans son secteur, qu'est-ce qui peut être fait pour réduire les inégalités? Pour la question de l'eau, c'est le ministère en charge de l'eau qui doit faire en sorte qu'il y ait des forages un peu partout, sachant que les forages, ce n'est pas uniquement pour avoir de l'eau à disposition, mais il faut penser derrière à cette réduction du temps de travail aussi des femmes. Donc, toutes ces questions-là, voyez-vous, ça n'est pas l'affaire du ministère en charge de la femme. C'est les autres sectoriels qui doivent contribuer à cela. Et c'est comme ça qu'on vient après à la question de la budgétisation sensible au genre. Parce que pour que ces sectoriels puissent réaliser, par exemple, les exemples que je viens de donner, il faut prévoir les budgets pour le faire. Et pour prévoir les budgets, il faut avoir ces activités dans les programmes. Et Madame la ministre, dites-nous, est-ce que pour la politique genre que vous avez mis en place pour le compte du gouvernement, est-ce que vous avez pris en compte tout ce que le docteur Ki a abordé? Bien sûr, nous avons pris en compte ces problèmes. C'est pourquoi j'expliquais que il y a des cellules genre dans tous les départements ministériels pour que désormais le problème des inégalités qui est transversal à tous les départements, que chaque département ministériel fasse sa part. Que le ministère du Commerce, qui s'occupe des marchés EIA, qui s'occupe des infrastructures, qui s'occupe même du financement, puisse regarder qu'est-ce qu'il faut faire pour les femmes dans les marchés, pour les amener à mieux réussir leurs activités commerciales. Que le ministère de l'élevage, qui s'occupe donc de l'élevage du petit et du gros bétail, regarde où sont les femmes et où sont les hommes et comment faire en sorte pour que l'activité puisse se développer, que ce soit la production ou la transformation, l'aviculture, l'élevage des porcs, des petits ruminants, moutons comme chèvres. Quelle est la situation actuellement dans notre pays? Qui fait quoi entre hommes et femmes? Et comment faire pour que chacun dans son domaine d'activité puisse contribuer au développement de l'activité, mais aussi pour les retombées économiques au niveau des ménages et des individus qui s'investissent dans ces activités. Si vous allez au niveau de l'agriculture, notre agriculture se développe actuellement avec l'agro-business qui est en train de prendre de l'ampleur. Il y a le problème d'accès à la terre. De plus en plus, il y a des femmes qui veulent cultiver, mais elles n'ont pas de terre parce que dans leur village, les terres sont finies ou bien les terres sont occupées par d'autres personnes et elles ne savent pas comment faire pour avoir accès à la terre. Donc, il y a une législation nationale en matière d'accès à la terre qui doit être mise en application afin de permettre l'accès équitable de toutes les femmes et de tous les hommes qui dépendent de l'agriculture à la terre. Quand un paysan n'a pas de terre pour cultiver, de quoi il va vivre? Donc ça, c'est un domaine. Et dans ce que Dr Barbara a dit, moi je pense que c'est vraiment là où il faut responsabiliser les ministères. Le ministère de la femme n'aurait jamais dû être créé si les ministères qui existent faisaient leur travail par rapport à répondre aux besoins des hommes et des femmes pour lesquels ces différentes institutions sont créées. Donc moi, c'est ce que je vois. J'insiste encore sur l'accès au crédit. Elle a parlé des garderies, nous en avions déjà parlé, mais je parle encore sur l'accès aux technologies.
technologies de transformation. Et le ministère en son temps a pu en doter. Je sais qu'actuellement le ministère continue de donner des technologies, mais je vais demander pardon aux opérateurs, aux entreprises qui amènent ces technologies-là, d'amener des technologies de bonne qualité. Parce que quand l'État fait un effort pour acheter des technologies aux femmes et qu'on se retrouve avec des technologies qui ne sont pas de bonne qualité, c'est un éternel recommencement. On achète des moulins, on achète des frigos, on achète toutes sortes d'équipements pour les femmes pour faciliter le travail domestique, pour faciliter la transformation des céréales, de tous les produits de notre agriculture. Mais si les technologies qu'on nous amène ne sont pas des technologies efficaces et durables, chaque fois l'État va être obligé de remettre de l'argent dedans. Donc ça, c'est vraiment un message que je lance à ceux qui amènent les technologies, qui nous ramènent de bonnes technologies qui puissent être durables afin d'alléger les charges de travail des femmes. Écoutez, depuis quelques années, la carte du Burkina Faso est peinte en rouge. Une destination qui est interdite par certaines chancelleries. Et c'est une situation que vit mal le pays. Un pays qui d'ailleurs compte sur l'aide internationale pour boucler son budget. Dans ce contexte, les ONG et les coopérations internationales n'ont plus de quiétude pour mettre en place le programme de développement. On assiste plutôt à la mise en place d'un programme d'urgence. Aujourd'hui, on ne parle plus que de ça. Une nouvelle donne dans la condition des femmes. On impose ainsi à la population la dure réalité de déplacés. Avant d'en discuter, je vous invite à suivre le reportage de Judith Chimadi. Nous on souffre, on est dépassés. On était chez nous, on est venu ici, c'est passé, c'est forcé. C'est pas parce qu'on veut. C'est passé, c'est forcé. C'est des gens qui nous ont chassés de chez nous. On n'avait pas le choix. Sinon, c'est pas la faim qui nous a amenés ici. On a faim, oui, mais il faut prendre soin de nous. Les autorités, ils n'ont qu'à nous voir. Parce que c'est vrai qu'ils font de leur mieux, mais ils n'ont qu'à ajouter. Ils n'ont qu'à faire des efforts encore plus. Parce que là, nous, on souffre. Tout comme Aïcha Ouedraogo, la vie de cette dame a basculé l'année dernière lorsque des hommes armés ont fait irruption dans leur village et abattu des civils. Des victimes, il y en a eu. Et des malchanceux de ce drame se trouvait son fils, qui laisse à leur triste sort 2 orphelins. Rasmata Ouedraogo a ainsi parcouru des kilomètres avec ses 2 petits-fils pour arriver à Kaya. Aujourd'hui, ils sont hébergés dans des camps où elle gîte avec les siens. Leur quotidien, une routine infernale où il faut tout attendre de l'État et de la générosité des bienfaiteurs. Ils disent qu'ils vont nous aider avec des vivres. Nous nous sommes inscrits pour bénéficier de cette aide. J'ai avec moi des orphelins dont le père a été tué dans les attaques. Je viens d'apprendre qu'il y a un endroit spécial pour la prise en charge des orphelins. J'ai dû débourser la somme de 500 francs pour que quelqu'un m'y amène à moto. Je suis venue m'aligner pour pouvoir trouver à manger pour les orphelins, mais jusque-là, je n'ai rien pour eux. Le gouvernement burkinabé et ses partenaires tentent tant bien que mal d'améliorer les conditions de vie des déplacés internes. Certes, des efforts sont fournis, mais ils sont bien loin des besoins de ces réfugiés dans leur propre pays. C'est vrai qu'il y a les vivres qui sont là, mais pour avoir les, tu dois souffrir. Tu vas venir faire recensement, tu vas faire plus de 3 mois, ton nom ne sort pas. On fait appel, c'est difficile. Quand tu viens même avec des papiers qui ne sont pas légaux, on te rejette. Pourtant tu as fouillé, tu n'as même pas de papier. Souvent d'autres même fouillent, ils viennent ici, ils n'ont même pas d'habits, sans portable, sans rien. Ils viennent, on dit qu'il faut avoir une référence pour te recenser. C'est pas simple. Si on pouvait faire recensement à domicile, c'était mieux. Là, on va faire et puis partager les gens à leur domicile. Parce que comme ça, c'est très difficile. Ils amènent sans portable. On ne sait même pas comment recenser la personne. Pourtant, il faut forcément à la mairie. La personne vient avec sans portable, sans référence, parce qu'il a fouillé. D'autres, ils vont fouiller là. Ils vont marcher même pour venir à Kaya ici. C'est pas simple. Quand ils viennent aussi, il faut dire, on dit qu'il faut avoir des papiers pour faire le recensement. Tu as fouillé. On a commencé à attaquer, tu as fouillé là, tu n'es plus rentré à la maison. Tu vas avoir papier où? Rasmata Sawadogo, elle, a fui son village depuis plus de 6 mois. Toute sa prière, c'est de pouvoir regagner sa maison.
Mais à quand ce retour au village natal? Mystère et boule de gomme. Les attaques qui se perpétuent dans la zone compromettent chaque jour cette légitime espérance et en rajoutent à la désolation. Madame Ilboudo, qu'est-ce que vous pensez de ce qui est dit dans ce reportage? C'est quand même triste. C'est vraiment triste. Quand je regarde l'élément, il y a beaucoup plus de femmes et d'enfants que d'hommes. Je ne sais pas si vous avez fait le constat. Bon, maintenant chacun a peur de parler, hein. Sincèrement dit. Chacun a peur de se prononcer sur cette situation. C'est vraiment déplorable. Ce que moi je vais demander aux autorités, c'est de mettre l'accent sur les investissements des forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire l'armement. On n'a qu'à donner l'armement aux policiers, même s'il faut les former, etc. Parce que récemment, on a tué 10 policiers, je crois. Il faut former tout le monde et puis bien organiser pour la défense de la nation. Sinon, ce n'est pas intéressant. Vous voyez, avec ces déplacés-là, tout le monde va se retrouver un moment à Ouagadougou. Est-ce que Ouagadougou, le Burkina là va se résumer à Ouagadougou? Et non qu'à fournir beaucoup plus d'efforts pour contenir l'insécurité. L'insécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Personne n'est à l'abri, personne n'est content avec cette situation actuelle. Et vous voyez, des femmes et des enfants. Qu'est-ce que ce monde-là va devenir? Il faut vraiment qu'on revoie la façon de faire, en tout cas d'armer vraiment nos militaires, nos forces de défense et de sécurité pour qu'ils puissent faire correctement le travail. Je crois qu'avec ça, on pourrait venir à bout de l'insécurité et les citoyens burkinabés vont retrouver la quiétude. Sans la paix, il n'y a plus de vie. Si un jour à Ouagadougou, tout le monde se met à courir comme ces déplacés-là, je ne pense pas qu'ils pourront gouverner facilement la population encore. Voilà. Monsieur Zouri, ne pensez-vous pas que cette situation-là pourrait compromettre tout ce qui est déjà fait et tout ce qui pourrait être fait pour les femmes? Non, non, je pense que c'est une situation conjoncturelle qu'il faut traiter avec beaucoup de diligence. Moi, à mon niveau, en tant qu'expert en genre, ce que je peux proposer déjà au niveau du ministère du budget, c'est de budgétiser en tenant compte du genre. Elle a dit qu'il y a plus de femmes et d'enfants dans ces populations déplacées. Donc il faut déjà au niveau stratégie, au niveau macro, prendre cela en compte et imposer à tous les ministères. Comme Madame le ministre l'a dit, ce n'est pas le ministère, ce problème il est national et à tous les niveaux il faut le traiter. Donc dans les ministères, dans la budgétisation, il faut tenir compte de cette nouvelle donne. Elle a parlé des paix de réconciliation. Donc il faut, moi je ne suis pas trop expert en sécurité, mais je propose des projets et programmes. Il faut occuper ces gens-là. Il faut leur donner les moyens aussi de se prendre en charge dans ces camps-là. Et je pense qu'à travers les travaux de haute intensité de main-d'œuvre, on peut déjà les occuper et puis leur permettre de faire des petites activités avec ce qu'elles vont gagner. Mais justement, si toutes les allocations priorisent la défense, l'achat d'équipements, l'effort de guerre, est-ce qu'on ne va pas regresser en ce qui concerne le droit même, le droit à la femme? Oui, ce qu'elles ont dit, c'est réclamer le droit à l'alimentation, mais il y a des violences, il y a des femmes qui ont été violées, il y a des femmes qui ont perdu tous les revenus, il y a des femmes qui étaient entrepreneurs qui ont tout perdu. Donc tout ça c'est des violences économiques, il y en a qui ont perdu leur bétail. Donc c'est une régression des droits de la femme, c'est une régression en matière de développement. Maintenant, en attendant d'avoir la paix, ce que nous pouvons proposer, c'est des mesures conjoncturelles, comme je l'ai dit, c'est de réapproprier, c'est de réarmer ces femmes-là sur le plan économique. C'est de leur donner les moyens de pouvoir reprendre leur activité dans ces choses-là, dans le contexte où elles ont été déplacées. Mais ne pas venir toujours donner à manger pendant 6 mois et elles ne font rien, je pense que ce n'est pas durable. Madame Sangari, vous, qu'est-ce que vous préconisez? D'abord, c'est de déplorer
ces images parce qu'on avait l'habitude de voir ça à la télé et ça concernait d'autres pays. Et on ne pouvait pas imaginer un jour qu'une situation pareille puisse se poser dans notre propre pays. Et je trouve que c'est une situation à laquelle nous ne sommes pas habitués. Nous avions accueilli les réfugiés maliens et l'État s'était vraiment investi pour pouvoir donner les conditions de vie décentes à ces populations venues du Mali. Là, il s'agit de nos propres concitoyens, c'est des citoyens burkinabés et en majorité des femmes et des enfants. Et déjà, ce que je vois, il y a immanquablement une régression parce que la région du Sahel, la région de l'Est, où les filles étaient le moins scolarisées, là maintenant les populations sont en train de fuir. Les filles qu'on avait envoyées à l'école pour éviter qu'elles soient mariées forcées, elles sont maintenant sur la route. Qu'est-ce qu'elles vont devenir? Ces femmes-là qui fuient, qui ne savent pas où elles vont, elles fuient vraiment pour chercher un coin où elles pourraient être en sécurité. Les populations qui les accueillent, quelle que soit leur bonne volonté, elles n'ont pas assez de moyens pour pouvoir subvenir. En dehors de ceux qui sont dans les camps, il y a ceux-là qui errent comme ça dans les villages et qui mendient. Les populations ne sont pas préparées pour pouvoir les recevoir comme il faut. Et donc, il y a des risques de violence sexuelle. Elles traversent de longues distances pour marcher de leur village vers là où elles pensent qu'elles pourraient être en sécurité. Elles peuvent être victimes de viol. Certains même vont essayer encore de les dépouiller du peu qui peut leur rester. Les animaux, on avait avant les coupeurs de route. Donc, si on ajoute à l'insécurité ces problèmes de coupeurs de route, que vont devenir ces femmes? Une femme, normalement, attend qu'un homme la protège. Aujourd'hui, les femmes doivent se protéger elles-mêmes et protéger leurs enfants en fuyant. Honnêtement, moi, je suis dépassée. Je suis complètement dépassée. Parce que, bon, au cours de la semaine, nous avons fait la situation dans le plateau central. Tu vois ces femmes qui se promènent, on leur donne 100 francs, 200 francs, ça ne suffit pas pour acheter à manger. Et si on leur donne, bon, pour certains groupes, si on leur donne la nourriture, ils ne sont pas habitués à manger le repas que les populations locales mangent. Donc, ils veulent d'autres types d'aliments que les populations même n'ont pas pour leur donner. Donc, comment les aider là? C'est un défi, c'est un grand défi. Et les aider à avoir des activités. Il y en a qui apprennent à tisser des sacs, à faire des petites activités au marché. Mais la saison pluvieuse arrive, où ils vont dormir, où ils vont, comment ils vont faire pour pouvoir, c'est des producteurs agricoles, ils ne vont pas pouvoir cultiver. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi, c'est beaucoup de questions que je me pose. Les solutions qu'on propose, ce sont vraiment des solutions très ponctuelles. Et comme on ne sait pas jusqu'à quand va durer cette situation, il faut en même temps qu'on pense aux solutions immédiates en matière de santé, de sécurité physique, de logement, et puis bon, d'éducation pour que les enfants ne soient pas déscolarisés sur la durée. Il faut penser déjà à moyen terme, dans 1 an, dans 2 ans, qu'est-ce qu'il faut prévoir pour ces gens-là? Et bien sûr, en priant Dieu pour que la paix revienne, afin que ces personnes puissent regagner leur maison. C'est vraiment ce que moi je vois. Il faut former les femmes, des activités rémunératrices, des activités des AGR, comme on dit. Il faut veiller sur la sécurité des enfants pour qu'on ne les vole pas, pour que les jeunes filles ne soient pas violées, qu'elles ne tombent pas enceintes, et puis bon, aggraver encore leur situation. Il faut aussi veiller sur la cohabitation entre ces gens, parce qu'il faut qu'ils réapprennent à vivre avec des étrangers s'ils ne sont pas de leur village. Non, c'est vraiment de gros défis. Et vraiment, je prie Dieu pour que la paix revienne rapidement dans notre pays, quoi. Les femmes, on est tous d'accord pour dire que la femme est la première touchée, la femme et les enfants sont les premiers touchés par ce phénomène d'insécurité. Mais est-ce qu'elles peuvent, ces femmes-là peuvent être un outil pour venir à bout de ce fléau? Oh, oui,
Je pense que la solution même est toujours venue de la femme qui se bat jour et nuit pour sortir de sa situation. Donc, comme on l'a dit, il faut effectivement leur donner à manger, de quoi se loger, se soigner et les protéger. Mais il faut les apprendre, comme en son temps, pendant la crise en Côte d'Ivoire, on a accompagné les femmes avec des activités génératrices de revenus. Il faut aussi et maintenant penser à reconvertir ces femmes-là dans des différents AGR dont elles sont capables de gérer et les former. Et il faut également que les autres femmes qui sont pas touchées puissent encore travailler dur pour rendre la nourriture disponible. Parce que quand je regardais le film, je disais, mais est-ce qu'on va trouver assez de nourriture pour nourrir toutes ces personnes-là? Elle a dit, il faut attendre, quand tu t'enregistres, il faut attendre 3 mois. Bon, c'est une réalité, c'est pas peut-être qu'on n'a pas envie de leur donner, mais est-ce qu'il y a la disponibilité? Donc, il faut encore développer, le ministère de l'Agriculture doit encore travailler dur, parce qu'il y a le problème de terre qui va se poser, parce qu'on a besoin de beaucoup de nourriture, on n'a pas assez de terre, parce qu'il y a des terres qui ont été abandonnées faute de l'insécurité. Donc, avec le peu de terre qu'on a, il faut développer des technologies pour produire beaucoup sur une petite surface. Et je crois vraiment que la femme peut s'en sortir parce qu'elle a eu vraiment l'habitude d'endurer et de se battre pour respecter et se faire respecter et survivre. Avec ce contexte d'insécurité-là, est-ce qu'on n'est pas confronté à des difficultés afin de pouvoir mettre en place ou continuer à mettre en place la politique genre? Madame la ministre. C'est clair que le contexte change tout parce qu'il nous faut maintenant non seulement travailler à préserver les acquis en matière de droits des femmes, mais faire face aux nouveaux problèmes liés à l'insécurité. Et dans ce contexte-là, ce que nous comptons faire, c'est de mettre l'accent sur la protection, l'assistance humanitaire aux personnes qui sont en difficulté, mais aussi la protection des droits sociaux, droits économiques, l'autonomisation, à travers toutes les initiatives qui peuvent permettre aux femmes et aux filles qui sont dans les camps ou qui sont en situation de déplacés, de pouvoir mener des activités. Donc, la nouvelle stratégie nationale a été élaborée en prenant en compte cette réalité. Nous avons donc déjà inscrit qu'on puisse travailler à préserver les femmes de toutes les violences liées à la situation d'insécurité, travailler également à assurer qu'elles puissent être autonomes économiquement et, pour terminer, veiller donc à faire des femmes des artisanes de paix, qu'elles puissent contribuer à toutes les initiatives de médiation, de prévention des conflits et d'appui au dialogue qui pourrait donc ramener la paix dans notre pays. Et la situation, elle est tellement inhabituelle que nous devons apprendre. Nous devons apprendre aussi bien les victimes que celles qui ne sont pas victimes à nous serrer les coudes, développer une nouvelle forme de solidarité féminine entre les femmes. C'est pourquoi d'ailleurs pour ce 8 mars-là, il y a la campagne Célébrons autrement, où on dit il ne faut pas se lancer dans les djandjoba comme on a l'habitude de le faire et dans les festivités, mais collecter des habits, collecter de la nourriture, tout ce que les femmes peuvent en tout cas économiser, qu'elles puissent faire des dons pour qu'on puisse aller assister les femmes qui sont donc touchées par l'insécurité. Et ça ne sera pas seulement le jour du 8 mars. Beaucoup ont commencé à faire ça bien avant le 8 mars, mais tout au long de l'année, aussi longtemps que cela sera nécessaire, les femmes du Burkina vont faire preuve de solidarité vis-à-vis des populations qui sont touchées par l'insécurité, parce que nous sommes les mêmes peuples, nous sommes une même nation, et quand une partie souffre, c'est le reste qui souffre, et quand une partie est dans le malheur, on ne peut pas être dans un côté en train de faire la fête. Donc moi je pense que
il y a une prise de conscience, il y a un engagement du ministère en charge donc, de la femme à travailler dans le sens d'une meilleure prise en charge des femmes qui sont affectées par la situation. Madame Bassolo, politique, genre et situation sécuritaire, compatibilité ou pas? Oui, il y a compatibilité et je pense, comme Madame le ministre l'a dit, il faut non seulement préserver les acquis et trouver des solutions pour que la femme continue de sortir de sa pauvreté. C'est vrai que ça complique, l'insécurité complique le travail, mais je pense qu'on peut y arriver parce que rien n'est impossible à Dieu et la femme est reconnue comme une qui se bat et le pilier même de l'économie, du développement du Burkina Faso et de toute nation. Donc il suffit juste de maximiser encore sur les formations, à travers les groupements qu'on met en place. Ces femmes-là, je pense déjà, si elles sont regroupées en groupement, en coopérative, elles-mêmes, elles vont développer des initiatives qui vont les permettre de pouvoir s'épanouir même dans cette situation-là bien difficile. Elles vont développer des initiatives qui vont permettre de mieux s'occuper de ces orphelins qu'elles ont entre les mains et de ces veuves également qui sont là. Donc il y a des idées d'entreprise, il y a des idées et des initiatives qui peuvent être développées, mais il suffit de mettre les moyens, de créer les infrastructures, de mettre à leur disposition les infrastructures nécessaires, la technologie nécessaire et surtout faciliter vraiment le travail. À travers, il y a un problème d'eau qui va se poser et il faut mettre le forage pour faciliter. Il y a l'énergie, un problème d'énergie où elles vont trouver le bois. Donc il faut développer les énergies. Nous avons heureusement le soleil qui est là. Il faut développer encore ce système-là pour qu'elles puissent, ça va leur permettre de développer leurs activités plus facilement. Voilà. Ailleurs, les gens ont la forêt qui coupe. C'est vrai, c'est déplorable, il ne faut pas couper la forêt, mais dans leur situation où elles n'ont même pas la forêt, il y a des fours solaires qu'on peut développer, il y a des séchoirs solaires qui vont les permettre non seulement de faire la cuisine et développer des activités de transformation, des activités économiques et bien saines pour commercialiser. Non seulement elles vont se nourrir et également il faut que le ministère du Commerce essaie de les faire participer à des foires, à des expositions pour faire connaître, pour valoriser le travail qu'elles vont commencer à faire. Mais apprenez-les à faire un travail. Voilà. Merci. Madame Ilboudo, quelles sont vos contributions à vous pour continuer? Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour continuer à mettre en place la politique genre? Bon, je crois que mes collègues ont déjà tout dit. C'est d'autonomiser ces femmes qui sont en difficulté présentement. On les aide à avoir des activités. Et une fois de retour dans leur village d'origine, c'est déjà un atout, un acquis. Et si les femmes travaillent avec les jeunes, il ne faut pas qu'on laisse aussi de côté, on peut mettre aussi de côté les jeunes. Les femmes travaillent, les jeunes aussi travaillent. Et à quelque part, ça va réduire même l'insécurité. Puisqu'il y a des jeunes qui se font enrôler du côté des djihadistes parce qu'ils sont sous-employés, ils n'ont rien à faire. On a eu des histoires qu'on a entendues comme ça. Et ce n'est pas intéressant. Si on arrive à occuper les femmes, on occupe aussi les jeunes, on verra qu'à quelque part, ça sera un plus. Le banditisme ça sera réduit. Donc, qu'on occupe les femmes, mais qu'on ne laisse pas les jeunes aussi. Il faut qu'on trouve un emploi aussi décent pour les jeunes. Là, l'insécurité, on pourrait venir à bout. D'accord. Monsieur Zouri, expert en genre, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, la question que vous nous posez pose la problématique du genre et les conflits. J'avoue qu'on aura du mal avec la politique nationale genre, d'autant plus qu'au lieu de faire la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes, on serait en train de faire de l'humanité et la prise en charge des personnes vulnérables. Mais c'est avec juste raison. En telle enseigne que
le mot genre même est confondu aujourd'hui aux personnes vulnérables. Quand on dit genre, les gens pensent aux personnes vulnérables. Non, le genre c'est toujours le rapport entre hommes et femmes dans un contexte d'inégalité. Maintenant, comment dans un contexte de conflit où il y a des personnes déplacées internes qui souffrent, qui ont faim, on peut travailler encore à prendre en compte ces rapports inégalitaires. Je crois que c'est une problématique difficile, mais je pense que comme la politique nationale genre, la stratégie a été élaborée en tenant compte de ces aspects, je pense qu'il reste maintenant à encadrer la mise en œuvre et à prier pour que la paix puisse revenir. Le temps qui nous est imparti pour cette émission dédiée à la commémoration du 8 mars, journée internationale des femmes, journée de lutte pour une valorisation du rôle même de la femme dans notre société, lutte pour une résilience de ces femmes-là qui sont confrontées à l'insécurité au Burkina Faso. Vous étiez tous là, vous êtes tous là pour partager avec nous votre expérience dans le domaine. Merci. Je ne sais pas si vous avez un mot de fin. Madame Sangari. Le mot de la fin, c'est vraiment de souhaiter qu'il y ait... Prier Dieu pour que la paix revienne au Burkina. Exhorter tous les Burkinabés à plus de solidarité vis-à-vis des personnes touchées par l'insécurité et surtout les personnes déplacées. J'ai une pensée particulière pour les veuves et les orphelins. Quand on parle de la spoliation des femmes, j'imagine que les femmes vont se retrouver veuves avec cette situation et j'ai vraiment une pensée et mon mot de la fin c'est vraiment exhorter tout le monde à plus d'humanisme, plus de solidarité parce que c'est ensemble que nous pourrons traverser et nous pourrons surmonter cette épreuve. Et que Dieu bénisse notre pays et que Dieu continue donc de soutenir tous les Burkinabés dans cette épreuve. Monsieur Zouri. Oui, moi j'ai une pensée pour tous les hommes tombés, tous les hommes au combat qui sont tombés. Je lance un appel à tous les Burkinabés et pour qu'ensemble, main dans la main, on puisse travailler au retour de la paix. Parce que tout ce que nous proposons comme action de développement ne saurait prospérer dans un contexte d'insécurité. Voilà, c'est vraiment mon mot de fin et que Dieu aide le Burkina Faso. Madame Ilboudo. Moi, mon souhait est qu'il y ait une cohésion sociale, que ce soit les religieux, les partis politiques, tout le monde. Il faut qu'on essaie ensemble de trouver de bonnes solutions pour trouver à bout de cette insécurité. Et en tout cas, prions Dieu pour un retour imminent de la sécurité, puisque nous sommes en insécurité. Et il faut qu'il y ait la paix pour que nous puissions mieux vivre comme de par le passé. Madame Bassono. Moi, je voudrais dire à ces femmes-là, déplacées, à ces jeunes déplacés, à ces orphelins déplacés, que tant qu'ils vivent, il y a de l'espoir. Donc, il ne faut pas se morfondre, il ne faut pas se renfermer, mais il faut vivre. Il faut vivre et je demande vraiment à Dieu qu'il entende le cri, il voit les pleurs de ces veuves, les larmes de ces veuves, de ces orphelins et qu'il fasse grâce pour que la sécurité revienne dans notre pays. Et aussi, je voudrais demander à toute la population, que ce soit hommes, femmes, que nous travaillons main dans la main parce que c'est pas la guerre. Il faut qu'on travaille main dans la main pour vaincre l'insécurité et pour que la femme soit vraiment autonome, pour que la jeune fille soit autonome et pour que ces enfants-là aient une éducation. Si on n'est pas ensemble, ces enfants n'auront pas une bonne éducation et ils vont se retrouver dans le piège de l'enrôlement pour encore combattre contre nous-mêmes. Donc travaillons, on a intérêt à travailler main dans la main et laisser les petites disputes pour viser vers l'avenir. Voilà. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez toujours en compagnie de la chaîne LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douceur, lumière et celle du foyer. Vous qui inventez les hommes, présidents, rois, fous et voleurs.
Vous êtes bonheur et l'orgueil, la vie